On l'appelait Ibrahim le Fou, le sultan ottoman qui perdit son empire à cause d'une obsession pour les femmes. Pendant 4 siècles, les historiens l'ont dépeint comme le souverain le plus dépravé de l'histoire, un homme si consumé par la luxure qu'il noya son harem entier de 280 concubines dans un accès de rage jalouse. Des centaines de lettres personnelles d'Ibrahim, découvertes dans les archives du palais de Topkapi, révèlent quelque chose d'impossible. Ce ne sont pas les écrits d'un fou, ils sont rationnels, éduqués, stratégiques. Ibrahim a expulsé sa propre mère de la politique. Il a refusé de laisser les femmes s'ingérer dans la gouvernance. Il a prié pour le bonheur de son peuple en montant sur le trône. Alors pourquoi toutes les sources grand public insistent-elles sur le fait qu'il était fou? Parce que les hommes qui ont assassiné Ibrahim ont écrit les livres d'histoire. Ils avaient besoin que le monde croie qu'il méritait la mort, alors ils ont créé l'histoire de monstre parfaite. Les preuves qui auraient pu sauver sa réputation ont été enterrées pendant des siècles par ses propres bourreaux. Ce que j'ai trouvé dans ces archives n'est pas seulement la preuve de l'innocence d'Ibrahim, c'est la documentation de l'un des assassinats de caractère les plus réussis de l'histoire. La vraie question n'est pas de savoir si Ibrahim était fou, c'est de savoir combien d'autres tyrans ont en réalité été victimes des systèmes qui les ont détruits. Abonnez-vous pour découvrir les preuves qu'ils n'ont jamais voulu que vous voyiez. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer comment l'histoire d'Ibrahim s'est terminée. Car comprendre ces derniers instants change complètement notre interprétation de sa vie. 18 août 1648. L'aube se lève, rouge sang sur le Bosphore, tandis que des cris étranglés résonnent dans les couloirs de marbre du palais de Topkapi. Le son ricoche sur les tapisseries de soie et les murs incrustés d'or, une symphonie horrible qui pénètre chaque recoin de la résidence impériale. Dans une chambre éclairée par des lampes à huile vacillantes, un homme de 31 ans est assis en tailleur sur des tapis persans. Vêtu de robes rose-violet qui captent la lumière du petit matin. Son nom est Ibrahim Ier. Et il règne sur un empire qui s'étend des portes de Vienne au désert du Yémen. Dans ses mains tremblantes, il tient le Coran, cherchant peu être du réconfort dans des versets qu'il a mémorisés depuis l'enfance. Des pas approchent le bruit de bottes lourdes sur le marbre, le froufrou des robes officielles, les conversations chuchotées d'hommes sur le point de commettre un régicide. Lorsque les bourreaux entrent, même eux hésitent. Le chef bourreau, un homme nommé Kara Ali, que les historiens de la cour décrivent comme n'ayant aucun rayon de lumière sur son visage, tente en fait de s'enfuir plutôt que d'étrangler un sultan ottoman. Il est repoussé par le commandant des janissaires, et alors que le cordon de soie se resserre autour du cou d'Ibrahim, ses dernières paroles perçant l'air du matin, « N'y a-t-il personne parmi ceux qui ont mangé mon pain qui aura pitié de moi et me protégera? Ces hommes cruels sont venus pour me tuer. Pitié, pitié. » Sa mère, la puissante Kösem Sultane, observe depuis une fenêtre du palais, se bouchant les oreilles et fermant les yeux pendant que son fils meurt. Mais voici ce qui vous entra. L'homme qui implorait la pitié ce matin-là n'était pas le monstre dont l'histoire se souvient. Il était quelque chose de bien plus dérangeant. Un bouc émissaire soigneusement fabriqué dont la véritable histoire révèle comment le pouvoir fonctionne réellement. Et une fois que vous aurez compris ce qui a vraiment créé Ibrahim Ier, vous ne regarderez plus jamais les récits historiques de la même manière. Le cordon de soie se tait et Ibrahim Ier est mort. En quelques heures, des proclamations officielles se répandent dans tout Constantinople, annonçant l'exécution d'un tyran, d'un fou dont la dépravation avait finalement exigé la justice divine. La foule célèbre dans les rues, convaincue d'avoir assisté à la fin du mal incarné. Pendant les 400 années suivantes, ce récit deviendrait un fait historique, répété dans un manuel après l'autre, gravé dans la mémoire collective d'un empire et repris par des universitaires sur tous les continents. Mais c'est là que cette histoire devient vraiment troublante, car tout ce que je viens de vous dire sur la réputation d'Ibrahim est sur le point de s'effondrer. En 2019, lors d'un catalogage de routine des archives du palais de Topkapi, des chercheurs ont découvert quelque chose qui aurait dû être impossible. Des centaines de lettres personnelles d'Ibrahim, une correspondance qui avait réussi à échapper à la destruction lors des purges politiques qui ont suivi sa mort. Il ne s'agissait pas de proclamations officielles ou de documents de cérémonie, c'était des communications privées, des pensées intimes, des discussions stratégiques avec des conseillers et des gouverneurs à travers l'Empire.
Lorsque j'ai examiné ces documents pour la première fois, l'écriture était élégante, le script turc fluide et d'une précision éduquée. Le contenu était encore plus choquant que la calligraphie. Ibrahim y discutait de réformes fiscales avec les gouverneurs de province, offrait une analyse réfléchie des campagnes militaires, exprimait une réelle préoccupation pour le bien. Être de ces sujets pendant un hiver particulièrement rigoureux où le Bosphore avait gelé. Une lettre, datée de quelques mois seulement avant son exécution, contient un plan détaillé pour des réformes éducatives qui ne seraient mises en œuvre nulle part en Europe avant un autre siècle. Une autre le montre intervenant personnellement pour protéger les communautés chrétiennes de la persécution religieuse. Ce n'est pas la correspondance d'un tyran dérangé obsédé par les excès sexuels. Ce sont les écrits d'un homme aux prises avec des problèmes complexes de gouvernance, faisant preuve d'une pensée stratégique qui ferait hocher la tête d'approbation aux politologues modernes. Mais attendez, cela devient encore plus troublant. Plus je fouillais dans les archives du palais, plus les contradictions émergeaient. Ibrahim n'écrivait pas seulement de manière rationnelle, il gouvernait de manière rationnelle. En montant sur le trône, il a immédiatement expulsé sa propre mère, la puissante Kösem sultane, de la politique de la cour. Il a refusé de permettre à toute femme de s'ingérer dans les affaires de l'État, contredisant directement le récit du « règne des femmes » que les historiens avaient construit autour de son règne. Il a prié publiquement pour le bonheur et la prospérité de son peuple. Il a maintenu des relations diplomatiques avec les puissances européennes que son prédécesseur avait antagonisées. Alors, si Ibrahim était compétent, rationnel et efficace en tant que souverain, pourquoi toutes les sources historiques grand public insistent-elles sur le fait qu'il était fou? Pourquoi les manuels l'appellent-ils encore Ibrahim le fou? Et s'il n'était pas le monstre que les historiens prétendaient, qu'est-il vraiment arrivé à ces 280 femmes prétendument noyées dans le Bosphore? Les preuves archéologiques des fouilles récentes au palais de Topkapi nous disent quelque chose d'encore plus troublant qu'un meurtre de masse. Elles nous parlent d'une tromperie de masse, car les hommes qui ont assassiné Ibrahim ne le voulaient pas seulement mort. Ils voulaient que l'histoire se souvienne de lui comme d'un monstre qui méritait la mort. Ce que j'ai découvert dans ces archives n'est pas seulement la preuve de l'innocence d'Ibrahim. C'est la documentation de l'un des assassinats de caractère les plus réussis de l'histoire, une campagne délibérée pour détruire non seulement un homme, mais la vérité elle-même. Et une fois que vous aurez compris comment ils s'y sont pris, vous réaliserez que ce schéma s'est répété tout au long de l'histoire, créant des monstres à partir de victimes et des héros à partir de meurtriers. L'assassinat de caractère que je viens de décrire n'est pas le fruit du hasard, c'était la conclusion inévitable d'un système conçu pour détruire les esprits humains bien avant de détruire les corps. Pour comprendre comment Ibrahim est devenu le bouc émissaire parfait, nous devons remonter au début, au 5 novembre 1615, lorsqu'un petit garçon naquit dans les appartements impériaux du palais de Topkapi. Son père, le sultan Ahmed Ier, avait déjà 7 fils. Selon la loi de succession ottomane, cela rendait le nouveau-né Ibrahim essentiellement insignifiant. Le 8e fils d'un sultan n'avait pratiquement aucune chance de régner un jour sur un empire. Il aurait dû vivre une vie tranquille dans le luxe du palais, être en gouvernant une province lointaine, être en mourant paisiblement dans son lit, entouré d'enfants et de petits-enfants. Au lieu de cela, à l'âge de 2 ans, tout a changé. Ahmed Hier est mort subitement, déclenchant les brutales crises de succession qui allaient définir toute l'existence d'Ibrahim. Le trône ottoman ne passait pas automatiquement du père au fils aîné comme dans les monarchies européennes. Au lieu de cela, tout membre masculin de la dynastie pouvait prétendre au pouvoir, ce qui signifiait que chaque prince était à la fois un souverain potentiel et une menace mortelle pour celui qui détenait effectivement le trône. À l'âge de 8 ans, Ibrahim n'était plus un enfant inoffensif. Il était un pion dangereux. C'est là que la véritable horreur commence. Car la solution ottomane au problème des princes n'était pas l'exécution. C'était quelque chose de bien plus dévastateur sur le plan psychologique. Il l'appelait le Kafs, la cage, et il était situé dans la section la plus sécurisée du palais de Topkapi, accessible uniquement par une série de portes gardées et de couloirs étroits qui serpentaient à travers le complexe impérial comme les cavités d'un cœur humain. Imaginez ceci.
sur des pièces sans fenêtre où les héritiers potentiels étaient maintenus sous la surveillance constante de gardes eunuques dont le seul travail était de s'assurer que leurs prisonniers ne s'échappaient jamais et ne se suicidaient jamais. Le CAFS n'était pas un simple confinement. C'était une destruction psychologique systématique conçue pour garantir que si un prince devenait un jour sultan, il serait brisé, docile et facile à contrôler. Pendant les 10 à 7 années suivantes, Ibrahim verrait ses frères disparaître un par un. Shehzad Mehmed exécuté. Shehzad Bayezid étranglé. Shehzad Suleyman éliminé sur les ordres de leur frère Murad. Chaque mort était annoncée par l'absence soudaine d'un visage familier lors des rares rassemblements cérémoniels auxquels les prisonniers du CAFES étaient autorisés à assister. Pouvez-vous imaginer vous réveiller chaque matin pendant 10 à 7 ans en sachant que n'importe quelle aube pourrait apporter le cordon de soie autour de votre cou? Chaque pas dans le couloir pouvait être celui des bourreaux. Chaque convocation du sultan pouvait être votre arrêt de mort. Ibrahim vivait dans un état de terreur perpétuelle, son système nerveux constamment inondé d'hormones de stress, son esprit se fracturant sous le poids d'une angoisse inéluctable. Mais voici ce qui rend cela encore plus troublant. La torture psychologique n'était pas un effet secondaire de la politique ottomane. C'en était tout l'objet. L'Empire avait appris que les princes brisés faisaient des sultans contrôlables, et Ibrahim était sur le point de devenir leur chef-d'œuvre. En 1640, lorsque le destin le plaça finalement sur le trône, l'esprit d'Ibrahim avait été systématiquement brisé par la machine de guerre psychologique la plus sophistiquée que le monde ait jamais connue. Et une fois que vous aurez compris ce que 10 à 7 ans dans le CAFS font réellement à un cerveau humain, tout ce qui s'est passé ensuite commence à prendre un sens terrifiant. La guerre psychologique systématique que je viens de décrire avait une dimension physique que les psychiatres légistes modernes classent comme de la torture, et des enquêtes archéologiques récentes au palais de Topkapi ont révélé des mesures qui expliquent exactement comment l'Empire ottoman organisait l'effondrement mental humain. Le CAFES n'était pas seulement une prison, c'était un instrument de destruction psychologique précisément calibré. Et une fois que vous comprenez ces détails architecturaux, les symptômes ultérieurs d'Ibrahim deviennent aussi prévisibles qu'un cas d'étude de manuel médical. Les espaces récemment mesurés sont plus petits que ce que la plupart des gens imaginent, avec des plafonds d'à peine 2,5 mètres de haut et des pièces pas plus grandes que des studios modernes, mais la véritable horreur réside dans ce que les archéologues n'ont pas trouvé. Des fenêtres. Les chambres du CAFES n'avaient pas de lumière naturelle, pas de vue sur le monde extérieur, aucun lien avec les rythmes du jour et de la nuit qui régulent la santé psychologique humaine. Imaginez passer 10 à 7 ans dans une pénombre artificielle, vos rythmes circadiens complètement détruits, votre cerveau oubliant progressivement la sensation du soleil sur la peau humaine. Les murs étaient assez épais pour étouffer les sons du monde extérieur, créant un environnement de privation sensorielle dont les psychologues modernes savent qu'il déclenche des hallucinations, de la paranoïa et un effondrement mental complet en quelques mois, pas en décennies. Mais les prisonniers du CAFS n'avaient pas droit à la miséricorde d'un effondrement psychologique rapide, car le système incluait juste assez de stimulation pour les maintenir conscients de leur souffrance, des repas quotidiens livrés par des eunuques silencieux, des bains hebdomadaires supervisés par des gardes, des convocations occasionnelles à des événements cérémoniels où ils pouvaient voir leurs frères et se demander lequel disparaîtrait ensuite. En 1640, lorsqu'Ibrahim émergea enfin de ce cauchemar architectural, son corps portait les signatures physiques d'un traumatisme psychologique soutenu que les médecins de la cour documentèrent avec des détails troublants. Il souffrait de maux de tête chroniques si sévères que des témoins le décrivaient se tenant le crâne et criant de douleur lors des réunions d'État. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable lors des cérémonies publiques, un symptôme neurologique que les médecins modernes reconnaissent comme le résultat des dommages causés par les hormones de stress chronique au système nerveux. Il subissait des évanouissements soudains qui le laissaient inconscient sur le sol du palais, ses palpitations cardiaques si violentes que les médecins pouvaient voir sa poitrine se convulser sous ses robes. Mais le symptôme le plus troublant était ce que les observateurs de la cour appelaient ces crises nerveuses, des épisodes où Ibrahim s'arrêtait soudainement de parler en pleine phrase. Ses yeux se révulsaient et son corps se convulsait, comme si son cerveau court-circuitait sous le poids du traumatisme accumulé. L'analyse médicale moderne de ces symptômes documentés suggère une tumeur cérébrale probable,
probablement causée par 10 à 7 ans de stress psychologique soutenu, qui a déclenché une inflammation chronique des tissus neuronaux. Mais voici ce que les histoires officielles ne vous ont jamais dit. Et ce qui rend cette histoire vraiment horrible. Ibrahim n'était pas une anomalie. Chaque prince ottoman qui a survécu au Cafès en est sorti avec des symptômes similaires, des dommages psychologiques similaires, un dysfonctionnement neurologique similaire. L'ensemble du système de succession était conçu pour briser l'esprit des hommes avant qu'ils ne puissent régner, garantissant que les sultans seraient trop psychologiquement endommagés pour défier la structure du pouvoir qui les contrôlait. L'Empire avait perfectionné l'art de créer des souverains fantoches dont la maladie mentale les rendait dépendants des personnes mêmes qui avaient détruit leur santé mentale. Et c'est alors que j'ai découvert quelque chose dans les archives du palais qui a changé tout ce que je pensais savoir sur la dynamique du pouvoir ottoman, quelque chose qui explique non seulement la chute finale d'Ibrahim, mais la manière systématique dont ces destructeurs ont documenté leur propre méthode. Les archives du palais que j'ai mentionnées contenaient quelque chose qui a complètement brisé le récit traditionnel sur le règne d'Ibrahim, car elles documentaient ce qui s'est passé lorsque cet homme psychologiquement torturé a été soudainement propulsé sur le trône de l'empire le plus puissant du monde. Le 9 février 1640, le sultan Murad IV mourut après un règne de 10 à 7 ans, marqué par des victoires militaires et des purges internes qui avaient éliminé la plupart des frères d'Ibrahim. Lorsque le grand vizir Kemankesh Kara Mustafa Pacha arriva au Cafès pour informer Ibrahim qu'il était maintenant sultan, la réponse d'Ibrahim révèle à quel point le système avait brisé sa capacité à faire confiance à la réalité elle-même. Il refusa de croire que son frère était mort. Après 10 à 7 ans de torture psychologique, Ibrahim était convaincu que c'était un autre piège, un autre test, une autre occasion pour ses ennemis de justifier son exécution. Le prince traumatisé exigea de voir le cadavre de Murad de ses propres yeux, insistant pour examiner physiquement le corps de son frère avant d'accepter que le trône était vraiment le sien. Imaginez la scène. Un homme dont l'esprit a été systématiquement brisé par des décennies de terreur, debout devant la dépouille de son frère, touchant la chair froide pour se convaincre que son cauchemar pourrait enfin prendre fin. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure qui détruit tout ce que les historiens ont prétendu sur l'état mental d'Ibrahim, car une fois qu'il accepta le trône, ses actions montrèrent un niveau de compétence et de rationalité qui aurait dû être impossible pour quelqu'un prétendument rendu fou par l'obsession et la luxure. Lors de son couronnement, Ibrahim coiffa le turban du second calife Omar ibn al-Khattab et prononça ces paroles qui furent enregistrées par de multiples chroniqueurs de la cour. « Ô Dieu, tu juges digne un faible sujet comme moi pour ce poste. Puisses-tu rendre ma nation heureuse pendant les jours de mon règne et nous rendre tous deux satisfaits l'un de l'autre. » Ce ne sont pas les mots d'un mégalomane ou d'un homme consumé par l'obsession sexuelle. C'est la prière humble de quelqu'un qui comprenait le poids de la responsabilité et se souciait véritablement du bien, être de son peuple. L'historien autrichien Joseph von Hammer-Purgstall, qui a eu accès à des archives d'État ottomanes depuis perdues ou supprimées, a documenté quelque chose qui contredit directement le récit de la folie. Pendant le règne d'Ibrahim, les affaires de l'État se sont déroulées sans heurts. L'administration de l'Empire fonctionnait efficacement. Les relations diplomatiques restaient stables et la gouvernance interne se poursuivait sans le chaos que l'on attendrait d'un souverain fou. Mais la compétence d'Ibrahim devient encore plus évidente lorsque l'on examine sa première grande décision politique. Bien qu'il ait passé toute sa vie à dépendre de la protection de sa mère Kösem Sultan, avait été la seule chose qui se tenait entre Ibrahim et l'exécution pendant des décennies, il l'a immédiatement expulsé de la politique du palais. Il a refusé de permettre à toute femme, y compris la femme la plus puissante de l'Empire, de s'ingérer dans la gouvernance de l'État. Ce n'était pas l'action d'un homme contrôlé par son harem. C'était la décision de quelqu'un déterminé à gouverner selon la loi et la tradition ottomanes établies. Ibrahim a également fait preuve de réflexion stratégique en maintenant des relations pacifiques avec les puissances européennes, en évitant les campagnes militaires coûteuses qui avaient vidé le trésor sous les sultans précédents, et en mettant en œuvre des réformes administratives qui ont réellement amélioré la stabilité financière de l'Empire. Alors si Ibrahim était compétent, rationnel et efficace en tant que souverain, si les preuves documentaires montrent qu'il a gouverné avec succès pendant près de 8 ans,
Pourquoi l'histoire se souvient-elle de lui comme d'un monstre dont dépravation sexuelle a détruit un empire? La réponse réside dans ce qui s'est passé ensuite. Lorsque les mêmes personnes qui avaient systématiquement détruit l'esprit d'Ibrahim ont décidé qu'il avait fait son temps et devait être éliminé, ainsi que sa réputation. Le sultan compétent que je viens de décrire ne resterait pas longtemps maître de son propre palais, car le même système qui avait brisé l'esprit d'Ibrahim dans le Kafs avait également produit un réseau d'opportunistes qui comprenaient exactement comment exploiter les dommages psychologiques à des fins politiques. Quelques mois après l'accession au trône d'Ibrahim, 3 hommes se sont positionnés comme des conseillers indispensables pour le souverain traumatisé et leurs noms apparaissent dans tous les documents liés à sa chute éventuelle. Voici Sin-Si Oka, un charlatan qui prétendait avoir des pouvoirs mystiques et a convaincu Ibrahim qu'il pouvait guérir les maux de tête chroniques et les symptômes neurologiques que Di à 7 ans dans le Kafes avait gravés dans son cerveau. Oka murmurait des promesses de guérison tout en isolant systématiquement Ibrahim des médecins légitimes et des conseillers rationnels, lui administrant des décoctions à base de plantes qui ont probablement aggravé ses dommages neurologiques tout en prétendant que chaque traitement raté le rapprochait d'un rétablissement miraculeux. Siladar Yusuf Aga, un commandant naval corrompu, qui a reconnu que la fragilité psychologique d'Ibrahim le rendait parfait pour la manipulation, a commencé à remplir la tête du sultan de projets militaires grandioses qui justifieraient des dépenses massives et créeraient des opportunités de détournement de fonds. Et Sultanzade Mehmed Pacha, un vizir avide de pouvoir qui a compris qu'un sultan brisé pouvait être contrôlé beaucoup plus facilement qu'un sultan compétent, a systématiquement éliminé toute personne dans l'administration du palais qui pourrait contester son influence croissante sur les affaires de l'État. Ces hommes n'ont pas seulement exploité les dommages psychologiques d'Ibrahim, ils les ont activement aggravés, créant une boucle de rétroaction où son instabilité croissante justifiait leur contrôle croissant sur la politique impériale. Ils l'ont isolé des membres de sa famille qui auraient pu lui apporter une stabilité émotionnelle, ont remplacé les administrateurs compétents par leurs propres alliés et ont progressivement transformé le palais en une chambre d'écho où Ibrahim n'entendait que ce qu'il voulait qu'il entende. Mais c'est là que cette histoire prend une tournure bien plus sinistre qu'une simple manipulation politique, car ces 3 hommes se préparaient à quelque chose qui nécessiterait un type de preuve très spécifique pour être justifié. Ils avaient besoin qu'Ibrahim commette un acte si horrible, si indéniablement maléfique, que son exécution éventuelle semblerait non seulement justifiée, mais moralement nécessaire. Et c'est là qu'une autre personne entre dans cette histoire, une personne dont le nom apparaît dans tous les récits des crimes présumés d'Ibrahim, une personne dont le témoignage formerait le fondement de son assassinat de caractère et dont les mensonges résonneraient à travers l'histoire pendant 4 siècles. Elle s'appelait Shivekar Sultan, une femme arménienne qui pesait environ 150 kilos et était connue dans tout Constantinople comme la femme la plus grosse de la ville. Mais l'importance de Shivekar va bien au-delà de son apparence physique, car elle allait devenir le témoin clé du mensonge le plus horrible de l'histoire ottomane. En 1646, Ibrahim a chargé ses serviteurs de rechercher dans l'empire des femmes qui correspondaient à sa prétendue préférence pour les partenaires obèses, et lorsqu'ils ont trouvé Shivekar dans le quartier d'Uskudar, elle a été amenée au palais et élevée à la position sans précédent de 7e Aseki, avec toute l'influence politique que ce titre impliquait. En quelques mois, elle avait gagné la confiance totale d'Ibrahim, devenant non seulement sa concubine préférée mais aussi sa confidente, la personne vers qui il se tournait lorsque les dommages neurologiques de ces années de traumatisme le rendaient le plus vulnérable à la suggestion et à la manipulation. Car ce que Shivekar a murmuré à l'oreille d'Ibrahim au cours d'une nuit particulière en 1647 allait soit conduire au meurtre de masse de 280 femmes innocentes, soit devenir la pièce maîtresse de la campagne de propagande la plus réussie de l'histoire ottomane. La conspiration que je viens de décrire a atteint son apogée une nuit de 1647 qui allait soit être le théâtre du crime le plus horrible de l'histoire ottomane, soit devenir le fondement du mensonge le plus réussi jamais raconté sur le pouvoir impérial. Représentez-vous la scène. Les appartements privés du sultan, au plus profond du palais de Topkapi, où les tapisseries de soie absorbent les sons et la lueur des bougies vacille sur des murs incrustés de pierres précieuses qui captent la flamme comme des étoiles piégées.
L'air est lourd du parfum d'ambre dont Ibrahim est devenu obsédé. Une odeur si pesante qu'elle donne le vertige aux visiteurs, bien qu'il semble y être immunisé. Dans ce cocon sensoriel, Ibrahim est allongé à côté de Shivkar Sultan, son esprit déjà fracturé sous le poids combiné des dommages neurologiques, de la manipulation psychologique et des traitements à base de plantes que Cincy Oka continue de lui administrer. Ses mains tremblent même au repos, et des témoins décriront plus tard comment ses yeux perdaient parfois leur concentration en pleine conversation, comme si son cerveau luttait pour traiter la réalité à travers le brouillard du traumatisme accumulé. C'est dans cet état de vulnérabilité que Shivekar se penche près de l'oreille d'Ibrahim et murmure des mots qui résonneront à travers l'histoire. « Je dois vous dire quelque chose qui me brise le cœur. L'une de vos concubines a été compromise par un étranger. L'une de vos femmes vous a trahi avec un homme venu de l'extérieur de ces murs. L'effet sur Ibrahim est immédiat et dévastateur. Son corps se raidit. Sa respiration devient courte et rapide, et ses yeux prennent ce que les observateurs de la cour décrivent comme un regard sauvage et sans concentration, suggérant que son cerveau endommagé peine à traiter cette violation de tout ce que le système du harem représente. Dans la culture ottomane, le harem impérial n'est pas seulement une question d'exclusivité sexuelle, il s'agit de la nature sacrée des lignées dynastiques, de la pureté de la succession, du fondement même de la légitimité impériale. Pour une concubine, trahir cette confiance ne représente pas seulement une trahison personnelle, mais un désordre cosmique, une violation de la loi divine qui menace l'Empire lui-même. La réponse d'Ibrahim est rapide et brutale. Il convoque ses gardes et exige des noms qui est la traîtresse, qui l'a aidé, qui savait et s'est tue. Lorsque Shivekar prétend ne pas savoir quelle femme spécifique a commis ce crime, Ibrahim ordonne l'interrogatoire systématique de tout le harem. S'ensuivent des heures de cris qui résonnent dans les couloirs de marbre du palais de Topkapi, tandis que des femmes sont torturées pour des aveux qu'elles ne peuvent donner. Des gardes témoigneront plus tard avoir entendu des supplications de pitié, des dénégations désespérées, et le bruit de corps brisés à la recherche d'une vérité qui n'existe pas. Mais c'est là que cette histoire devient vraiment troublante, car peu importe la douleur infligée, personne n'avoue, aucun nom n'émerge, aucune preuve ne fait surface. La torture se poursuit toute la nuit et le jour suivant, mais pas une seule femme n'admet de trahison, et pas une seule preuve matérielle ne soutient l'affirmation de Shivekar. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose qui a changé tout ce que je pensais savoir sur cette histoire, car l'absence d'aveu n'est pas la preuve de la loyauté ou du courage des femmes, c'est la preuve que la trahison n'a jamais eu lieu. Ce qui s'est passé ensuite serait utilisé pour justifier le meurtre d'Ibrahim et détruire sa réputation à jamais, mais vous devez d'abord comprendre exactement comment ce mensonge a été construit et pourquoi il a été si efficace qu'il a convaincu le monde pendant 4 siècles. Les séances de torture qui ont résonné dans le palais de Topkapi cette nuit-là auraient abouti au meurtre de masse le plus horrible de l'histoire ottomane, et pendant 4 siècles, c'est l'histoire que le monde a crue. Lorsque aucun aveu n'a émergé de la torture systématique de son harem, Ibrahim Ier a ordonné que ses 280 concubines de rang inférieur soient cousues vivantes dans des sacs lestés et jetées dans le détroit du Bosphore. Selon les récits traditionnels, les gardes du palais ont passé la journée suivante à transporter des paquets se débattant jusqu'au front de mer, à les charger sur des bateaux et à les jeter dans les eaux froides où l'Europe rencontre l'Asie. Une seule femme aurait survécu, sauvée par un navire de passage dont les marins ont entendu des cris étouffés provenant des sacs en train de couler. Cette unique survivante aurait vécu pour raconter son histoire, fournissant le témoignage qui allait cimenter la réputation d'Ibrahim comme le souverain le plus dépravé de l'histoire. L'image est si viscéralement horrible qu'elle a été répétée dans d'innombrables livres d'histoire, documentaires et articles universitaires. 280 femmes innocentes assassinées de la manière la plus brutale imaginable à cause de la rage jalouse d'un seul homme. Mais c'est ici que les preuves médico-légales commencent à démanteler 4 siècles de faits historiques acceptés. Car lorsque j'ai retracé cette histoire jusqu'à sa source originale, j'ai découvert quelque chose qui aurait dû être impossible. Le seul récit contemporain de cette noyade de masse provient d'un unique historien, Karaselebizade, Abdulaziz Effendi. Et voici ce qui rend son témoignage problématique. Abdulaziz Effendi n'était pas seulement un chroniqueur de ces événements.
il était le chef de la faction politique qui a déposé Ibrahim et ordonné son exécution. Il était littéralement l'un des hommes qui ont assassiné le sultan. Et son récit des noyades du harem a été écrit pour justifier le régicide après coup. Mais les problèmes de cette histoire vont bien au-delà de sources douteuses, car des preuves archéologiques récentes issues des fouilles du palais de Topkapi révèlent quelque chose qui contredit directement le récit du meurtre de masse. En 2020, des chercheurs menant des fouilles systématiques dans l'hôpital du harem et les zones environnantes ont découvert de nombreux restes d'animaux, des os de moutons et de poulets, qui étaient clairement les restes des opérations cuisine du palais. Mais ils n'ont trouvé aucun reste humain compatible avec la préparation ou les suites d'exécution de masse. Si 280 femmes avaient été assassinées dans le palais et leurs corps transportés vers le Bosphore, il devrait y avoir des preuves archéologiques de cette opération logistique sans précédent. Il n'y en a pas. Mais les preuves archéologiques ne sont pas la seule chose qui contredit l'histoire traditionnelle, car les preuves documentaires des archives du palais montrent que plusieurs des concubines d'Ibrahim ont survécu non seulement au prétendu massacre, mais aussi à Ibrahim lui-même. Turhan Hatis, l'une de ses Azeki sultans, a vécu jusqu'en 1683 et a même ordonné l'exécution de la mère d'Ibrahim, Kösem Sultan, 3 ans après la mort d'Ibrahim. Si Ibrahim avait vraiment ordonné le meurtre de tout son harem, comment plusieurs femmes ont-elles pu survivre pour jouer des rôles politiques majeurs sous les règnes suivants? Plusieurs historiens modernes, dont Scott Rank et d'autres qui ont accès à des archives ottomanes précédemment supprimées, classent désormais l'histoire de la noyade comme inventée ou exagérée. Les preuves matérielles ne la soutiennent pas. Les exigences logistiques auraient été impossibles à dissimuler, et les témoignages des survivantes contredisent des détails clés du récit traditionnel. Mais voici ce qui rend cette histoire vraiment troublante. Ce n'est pas qu'Ibrahim ait noyé 280 femmes, c'est que ce mensonge a été si parfaitement construit et si bien propagé qu'il a été cru pendant 4 siècles. La véritable horreur n'est pas ce qu'Ibrahim a fait, c'est ce qui a été fait à Ibrahim. Et avec quelle efficacité ses ennemis ont convaincu le monde que leur victime méritait son sort. Les preuves archéologiques et documentaires que je viens de présenter révèlent quelque chose de bien plus sinistre qu'un meurtre de masse. Elles exposent la machine de propagande la plus sophistiquée de l'histoire ottomane, car les mêmes hommes qui ont manipulé la psyché endommagée d'Ibrahim de son vivant sont devenus ses bourreaux et ses historiens après sa mort. Lorsque Sinsi Oka, Siladar Yusuf Aga et Sultanzadeh Mehmed Pacha ont réalisé que la compétence croissante d'Ibrahim en tant que souverain menaçait leur contrôle sur la politique impériale, ils ont été confrontés à un problème qui nécessitait une solution sans précédent. Tuer un sultan n'était pas seulement un meurtre. C'était un régicide, un crime contre l'autorité divine qui pouvait déclencher une guerre civile, un bouleversement religieux et l'effondrement complet de la légitimité impériale. Ils avaient besoin de plus que la simple mort d'Ibrahim. Ils avaient besoin que l'Empire tout entier croie que sa mort était non seulement justifiée, mais moralement nécessaire. Ils ont donc créé le récit du monstre, et voici exactement comment ils s'y sont pris. D'abord, ils ont contrôlé le processus de documentation. Chaque archive officielle des crimes présumés d'Ibrahim a été rédigée par des hommes qui avaient déjà décidé qu'il devait mourir. Karaselebizade Abdulaziz Effendi, qui a fourni le seul récit contemporain des noyades du harem, n'était pas seulement un historien, il était le chef politique qui a orchestré la déposition d'Ibrahim et supervisé personnellement son exécution. Les témoins qui ont attesté de la dépravation d'Ibrahim ont été interrogés par les mêmes personnes qui ont ordonné la mort de leur sultan, créant des témoignages dans des conditions qui garantissaient l'émergence du récit souhaité. Mais la fabrication allait plus loin qu'une simple manipulation de preuves, car ces hommes comprenaient que des mensonges efficaces nécessitent la préservation sélective de la vérité. Ils ont soigneusement conservé les documents qui soutenaient leur récit, tout en détruisant systématiquement tout ce qui le contredisait. Les lettres personnelles d'Ibrahim montrant une gouvernance rationnelle, cachées dans les archives du palais pendant des siècles. Les dossiers médicaux documentant ses dommages neurologiques induits par le traumatisme, supprimés. Les témoignages des serviteurs du palais qui ont été témoins de ses prises de décision compétentes, éliminés en même temps que les serviteurs eux-mêmes. Les plans architecturaux et les preuves archéologiques qui auraient révélé la véritable horreur du système du CAFS, enterrés sous des histoires officielles
qui blâmait l'instabilité d'Ibrahim sur des défaillances morales personnelles plutôt que sur une torture systématique. Mais c'est là que cette histoire devient vraiment troublante, car la machine à fabriquer des mensonges ne s'est pas arrêtée à la mort d'Ibrahim. Elle a été amplifiée et perfectionnée par les historiens du XXe siècle qui avaient des raisons politiques de maintenir le récit du monstre. Les premiers historiens nationalistes turcs comme Ahmed Refik Altinay ont repris les mensonges originaux et les ont développés en condamnation complète de la décadence ottomane, créant des expressions comme l'ère de la Zibline et le règne des femmes, qui faisaient paraître la prétendue dépravation d'Ibrahim comme représentative du déclin impérial, plutôt que comme une pathologie individuelle. Ces historiens avaient besoin de boucs émissaires pour l'effondrement final de l'Empire, et un sultan fou obsédé par le luxe et les excès sexuels fournissait l'explication parfaite de la chute d'une civilisation autrefois grande face aux puissances européennes. Ils n'ont pas seulement répété les mensonges, ils les ont systématisés, transformant l'assassinat de caractère en érudition académique et garantissant que les crimes fabriqués d'Ibrahim seraient enseignés comme des faits historiques dans les universités du monde entier. Le résultat fut une boucle de rétroaction parfaite de tromperie qui dura des siècles. Les mêmes personnes qui ont assassiné Ibrahim ont écrit son histoire, les érudits du XXe siècle ont amplifié leurs mensonges à des fins politiques, et les historiens modernes ont répété le récit fabriqué parce que les sources antérieures semblaient le confirmer. Ils n'ont pas seulement tué Ibrahim, ils ont assassiné son personnage si minutieusement que personne n'a remis en question l'histoire pendant 400 ans, créant l'une des dissimulations les plus réussies de l'histoire, déguisée en fait historique. La machine d'assassinat de caractère que je viens de décrire était si efficace qu'elle a dissimulé quelque chose de bien plus horrible que les crimes présumés d'un sultan. Elle a caché l'appareil de torture systématique que l'Empire ottoman avait perfectionné en politique d'État officielle. Car le CAFS n'était pas un accident ou un effet secondaire malheureux de la succession royale. C'était un système délibéré et institutionnalisé conçu pour détruire les esprits humains au service du contrôle politique, et une fois que vous comprenez comment il fonctionnait, les symptômes d'Ibrahim cessent de ressembler à une pathologie individuelle et commencent à ressembler aux résultats prévisibles d'une guerre psychologique parrainée par l'État. L'Empire ottoman avait appris quelque chose que les régimes totalitaires modernes redécouvriraient plus tard. Les dirigeants brisés sont des dirigeants contrôlables. Un sultan qui sortait de 10 à 7 ans de traumatisme systématique serait dépendant des personnes mêmes qui avaient orchestré sa souffrance, reconnaissant pour tout soulagement de l'agonie psychologique et trop endommagé pour défier les structures de pouvoir qui l'entouraient. Le CAFES n'était pas conçu pour préparer les princes au leadership. Il était conçu pour s'assurer que lorsqu'ils accéderaient enfin au pouvoir, ils seraient trop psychologiquement brisés pour l'utiliser efficacement. Et voici la preuve que ce n'était pas accidentel. Chaque sultan ottoman qui a survécu au CAFES a montré des symptômes identiques aux conditions médicales documentées d'Ibrahim. Le sultan Mustapha Ier, qui a été déposé 2 fois, présentait les mêmes crises nerveuses, évanouissements et comportements erratiques que les médecins de la cour attribuaient à son temps de confinement. Le sultan Suleiman II est sorti de décennies d'emprisonnement en montrant les mêmes mains tremblantes, maux de tête chroniques et épisodes de dissociation psychologique qui caractérisaient le règne d'Ibrahim. Le schéma est si constant que l'analyse psychiatrique moderne peut prédire les symptômes en se basant uniquement sur la durée du confinement dans le CAFES. Plus la torture psychologique est longue, plus les dommages neurologiques sont graves. Mais la cruauté du système s'étendait au-delà des princes individuels pour englober des générations entières de dirigeants ottomans, car l'Empire avait calculé que la stabilité politique valait la destruction systématique des esprits humains. Les administrateurs du palais tenaient des registres détaillés des princes qui montraient des signes d'indépendance excessive et les marquaient pour des peines prolongées dans le CAFES. Ils documentaient quelles techniques psychologiques étaient les plus efficaces pour briser la résistance à l'autorité. Ils maintenaient même des dossiers médicaux suivant la corrélation entre la durée de confinement et les niveaux de conformité ultérieurs lorsque les prisonniers accédaient finalement au pouvoir. Ce n'était pas un mal individuel perpétré par des gardes sadiques. C'était une cruauté institutionnelle codifiée dans la loi impériale et exécutée par des milliers de personnes qui savaient exactement ce qu'elles faisaient. Chaque eunuque qui livrait de la nourriture dans des cellules sans fenêtres, chaque médecin qui documentait la détérioration psychologique sans la traiter,
chaque administrateur qui programmait l'exécution de princes devenus gênants, ils étaient tous participants à une machine conçue pour torturer des enfants, afin d'en faire des adultes brisés qui pourraient être contrôlés par leurs tortionnaires. Et lorsque ces hommes, systématiquement endommagés, montraient inévitablement des signes du traumatisme psychologique qui leur avait été délibérément infligé, le même système qui avait détruit leur esprit transformait leurs symptômes en preuves de défaillance morale qui justifiaient leur élimination. Les maux de tête, les crises et le dysfonctionnement neurologique d'Ibrahim n'étaient pas des signes de folie inhérente. Ils étaient les résultats inévitables de 10 à 7 ans de torture psychologique parrainée par l'État. Sa dépendance à l'égard de conseillers manipulateurs n'était pas la preuve d'une faiblesse. C'était le résultat prévisible d'un système conçu pour rendre les dirigeants dépendants de leurs manipulateurs. Son élimination finale n'était pas la conséquence naturelle de sa dépravation, c'était la conclusion planifiée d'un processus qui le détruisait depuis l'enfance. Ibrahim n'était pas un monstre qui méritait son sort. Il était une victime devenue le bouc émissaire parfait pour un système qui avait passé des décennies à le torturer systématiquement pour le rendre psychologiquement docile, puis l'a assassiné lorsqu'il est devenu gênant pour les personnes mêmes qui avaient orchestré sa souffrance. La machine de torture systématique que je viens de décrire a atteint sa conclusion inévitable le 18 août 1648. Et maintenant que vous comprenez la véritable histoire, les derniers moments d'Ibrahim prennent une horreur qui n'a rien à voir avec les crimes qu'il aurait commis et tout à voir avec le système qui l'a détruit. Imaginez à nouveau la scène, mais cette fois, vous savez que l'homme assis en tailleur sur des tapis persans dans ses robes rose-violet n'est pas un tyran dépravé face à la justice. C'est une victime brisée sur le point d'être assassinée, les personnes mêmes qui ont passé des décennies à détruire systématiquement son esprit. La lumière du petit matin qui filtre à travers les fenêtres du palais illumine un homme dont les mains tremblantes et les yeux sans concentration portent les signatures physiques de 10 à 7 ans de torture psychologique, dont les maux de tête chroniques et les dommages neurologiques étaient les résultats prévisibles d'un système conçu pour briser la conscience humaine au service du contrôle politique. Lorsque les pas résonnent dans les couloirs de marbre et que les portes de la chambre s'ouvrent, Ibrahim lève les yeux du Coran qu'il lisait le même livre saint qui lui avait procuré le peu de réconfort possible pendant ces années dans l'enfer sans fenêtre du Cafès, et pose une question qui va au cœur de toute cette histoire horrible. Sur quel fondement mentionné dans ce livre me tuez-vous? Ce n'est pas l'appel désespéré d'un homme coupable espérant la pitié. C'est la question rationnelle de quelqu'un qui comprend la loi islamique et sait que rien de ce qu'il a réellement fait ne justifie le régicide selon les principes religieux qui régissent la succession ottomane. Les hommes qui entrent dans sa chambre ne peuvent pas répondre honnêtement à cette question. Car la vérité est qu'Ibrahim est assassiné non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce à quoi il a survécu, non pas pour ses crimes, mais pour sa gêne pour la structure du pouvoir qu'il a créé puis l'a écarté. Et c'est là que cette scène devient vraiment troublante, car même le bourreau professionnel comprend l'horreur morale de ce qu'on lui a ordonné de faire. Kara Ali, un homme que les chroniqueurs de la cour décrivent comme n'ayant aucun rayon de lumière sur son visage. Un tueur professionnel qui a étranglé d'innombrables victimes sans hésitation, tente en fait de s'enfuir plutôt que d'assassiner Ibrahim. Pensez-y un instant, un homme dont le métier est la mort, dont toute l'existence tourne autour du meurtre sur commande, trouve cette exécution particulière si moralement répugnante qu'il tente de s'échapper plutôt que de l'exécuter. Le commandant des janissaires doit forcer physiquement Kara Ali à retourner dans la chambre. Et lorsque le cordon de soie se resserre enfin autour du cou d'Ibrahim, ces cris ne sont pas seulement des cris de douleur physique, ce sont les protestations finales d'un homme qui comprend à quel point il a été complètement trahi par tous ceux qui prétendaient le servir. Depuis les fenêtres du palais, les officiels de la cour regardent leur sultan mourir. Mais le témoin le plus déchirant est la mère d'Ibrahim, Kösem Sultan, la femme qui l'avait protégé tout au long de son enfance et l'avait maintenu en vie pendant des décennies de crises de succession. Elle se bouche les oreilles avec ses mains et ferme les yeux, incapable de regarder ou d'écouter son fils être assassiné, car elle sait mieux que quiconque que l'homme qui meurt dans cette chambre n'est pas le monstre dont l'histoire se souviendra, mais l'enfant brisé qu'elle avait désespérément essayé de sauver d'un système conçu pour le détruire. L'homme qui est mort ce matin-là
n'était pas un tyran face à la justice divine. C'était une victime dont le seul véritable crime était d'avoir survécu assez longtemps pour devenir gênant pour les personnes qui l'avaient systématiquement torturé depuis l'enfance, puis avait utilisé ces dommages psychologiques prévisibles comme justification pour son élimination. Le cordon de soie se tait dans cette chambre du palais. Et Ibrahim Ier est mort, mais son histoire ne se termine pas avec son exécution. Car ce qui lui est arrivé représente quelque chose de bien plus terrifiant que les crimes d'un sultan prétendument fou. Cela révèle la manière fondamentale dont les systèmes au pouvoir créent des monstres, puis les détruisent lorsqu'ils deviennent gênants. Tout en nous convainquant que nous assistons à la justice plutôt qu'à un meurtre. L'histoire d'Ibrahim n'est pas une aberration dans les archives historiques, c'est un modèle qui s'est répété tout au long de la civilisation humaine, chaque fois que ceux qui contrôlent le récit ont besoin d'éliminer quelqu'un qui menace leur autorité. Chaque dirigeant brisé, chaque souverain fou, chaque tyran qui méritait prétendument son sort, combien étaient en réalité des victimes des systèmes mêmes qui les ont créés, puis ont transformé leurs dommages psychologiques prévisibles en justification de leur destruction. Pendant 400 ans, nous avons condamné Ibrahim Ier tout en célébrant les hommes qui l'ont torturé dans le CAFES, manipulé sa psyché endommagée à des fins politiques, fabriqué des preuves de ses crimes et finalement l'ont assassiné lorsqu'il a cessé d'être utile à leur structure de pouvoir. Nous avons répété leurs mensonges dans nos manuels, enseigné leur propagande dans nos universités et accepté leurs récits si complètement que remettre en question la culpabilité d'Ibrahim semble presque hérétique. Mais voici ce qui rend cette histoire vraiment troublante. La véritable horreur n'est pas qu'Ibrahim soit devenu psychologiquement instable après 10 à 7 ans de torture systématique, c'est que nous avons cru les mensonges à son sujet si facilement, si complètement, si sans poser de questions. Nous voulions un monstre pour expliquer la complexité du déclin impérial. Alors nous avons accepté l'histoire du monstre sans examiner les preuves. Nous avions besoin de quelqu'un à blâmer pour l'échec institutionnel systématique, alors nous avons adopté le récit du bouc émissaire sans nous demander qui l'a construit ou pourquoi. Nous nous sentions moralement supérieurs en condamnant un sultan dépravé. Alors, nous ne nous sommes jamais demandé pourquoi sa condamnation nous procurait une telle satisfaction vertueuse. Les hommes qui ont détruit Ibrahim comprenaient quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous sommes plus susceptibles de croire des mensonges confortables que des vérités inconfortables, surtout lorsque ces mensonges nous permettent de nous sentir moralement supérieurs à nos victimes. Ils savaient que s'ils pouvaient faire passer le meurtre d'Ibrahim pour de la justice, s'ils pouvaient transformer sa victimisation en scélératesse, s'ils pouvaient convaincre le monde que ces dommages psychologiques étaient la preuve d'une défaillance morale plutôt que d'une torture systématique, alors personne ne remettrait en question leurs actions pendant des siècles. Et ils avaient raison. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un dirigeant fou, d'un souverain dépravé, d'un tyran qui méritait prétendument son sort, posez-vous ces questions. Qui profite de les qualifier de fous? Qui profite de leur destruction? Quelles preuves ne vous montrent-elles pas? Quelles voix ont été réduites au silence, au service du récit officiel? Car le mensonge le plus dangereux n'est pas celui qui nous fait haïr nos ennemis, c'est celui qui nous fait nous sentir bien en détruisant les brisés, les endommagés, les victimes de systèmes que nous sommes trop à l'aise pour examiner. Ibrahim Ier est mort en croyant que quelqu'un qui avait mangé son pain aurait pitié de lui. Mais personne ne l'a fait. Et pendant 4 siècles, personne ne l'a fait. Si cette histoire cachée vous a troublé, imaginez quelles autres vérités enfouies attendent d'être découvertes. Quelles autres victimes ont été transformées en méchants? Quels autres mensonges confortables nous avons acceptés parce que les remettre en question nous forcerait à affronter les systèmes qui profitent de leur perpétuation? Abonnez-vous pour découvrir la vérité derrière les plus grandes tromperies de l'histoire. Car une fois que vous aurez compris comment le pouvoir fonctionne réellement, vous n'accepterez plus jamais un récit officiel de la même manière.